Je suis fondateur et président de monpotager.com, qui est la première plateforme en fait, qui permet aux citadins de pouvoir cultiver une parcelle de potager en ligne chez des producteurs. Alors, comment ça se passe? Parce qu'avoir son propre potager, c'est pas forcément facile. Alors, comment ça se passe chez vous? Alors justement, en fait, on est parti du principe qu'il y avait 80% de la population française qui vivait en ville, et qu'en ville, autant on peut avoir plein de choses, plein de loisirs, du boulot, enfin tout ce qu'on trouve en ville, en fait, qu'on ne trouve pas à la campagne d'ailleurs, ou plus distant. Et on s'est dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas en ville? C'est du potager. Or, on sent bien qu'il y a une tendance déjà au retour en arrière, et qu'on sent bien que les gens ont envie de revenir au potager. Donc, pas de potager, mais l'envie, on s'est dit, on va essayer de recréer un système qui permet aux citadins de pouvoir faire comme s'ils avaient leur propre potager et de pouvoir cultiver leur potager chez des producteurs. Donc ça marche en partenariat, en lien avec des producteurs qui sont des producteurs locaux, qui vont cultiver pour eux leurs propres fruits et légumes. Donc c'est assez simple, on crée une parcelle de potager, on choisit la taille de son potager, entre 15 et 150 mètres carrés. On choisit les espèces qu'on a envie de planter dans son potager, on a à peu près 80 espèces et variétés qu'on propose à la plantation, qui sont des espèces qui sont disponibles chez nos producteurs. Et ensuite, à ce moment-là, une fois que les citadins ont créé leur parcelle, les producteurs vont être informés qu'ils vont avoir à produire X mètres carrés de telle ou telle variété, et puis ils vont suivre l'évolution de leur culture en ligne jusqu'à la récolte. D'accord, chacun peut avoir son jardin, bon, il ne peut pas aller se promener dedans. Comment ça va se passer après, hein? Alors là, on est dans le côté virtuel en fait de monpotager.com, c'est-à-dire qu'on crée une parcelle. Cette parcelle elle existe bien physiquement, elle est répartie chez des producteurs différents en fonction des espèces qu'on a choisies. Néanmoins, dans cette parcelle, on a quand même un suivi qui est un suivi virtuel, mais de produits réels. C'est-à-dire que les produits existent vraiment dans un champ. On les suit, on reçoit des photos, des vidéos, des informations sur l'évolution de la culture. Et puis finalement, on vit non seulement avec sa culture, mais on apprend aussi ce que des fois on ne pourrait pas faire chez soi, parce que on peut avoir l'envie de planter des poireaux dans son jardin, mais si on ne sait pas bien faire, peut-être que les poireaux n'iront pas jusqu'au bout, alors que là, le producteur va accompagner la culture, va expliquer pourquoi il a fait telle ou telle intervention, qu'est-ce qui peut se passer à cette période, où en est le stade de développement de la culture, et quelles sont les perspectives finalement de la culture. Comment vous avez trouvé les producteurs? Alors les producteurs, il s'avère que moi-même je suis producteur, donc j'avais déjà un réseau de contacts dans le domaine chez des agriculteurs. Et puis après on s'est rapproché aussi des organismes paritaires comme les chambres d'agriculture qui nous ont aidés aussi à nous rapprocher des producteurs. Et puis après on a été chercher aussi sur des marchés, sur une dynamique assez locale, ou alors sur l'objectif en fait de créer des gammes, c'est-à-dire d'élargir la gamme de produits, d'avoir des produits avec une saisonnalité étendue. C'est-à-dire que par exemple, si je prends des tomates au nord de Paris, on a une période de production qui est très courte, avec une qualité qui peut être bonne, mais c'est vrai que d'avoir des tomates à partir du mois d'août, c'est en dehors de la période de consommation de la tomate. On sait que c'est parallèle c'est parallèle à la température. Donc il fait chaud plutôt juin, juillet, août, mais en août les gens sont en vacances, donc il faut des tomates en juin et en juillet. Donc ça veut dire que pour ces produits-là, on travaille avec des producteurs qui sont un tout petit peu plus au sud, qui permettent de commencer la saison en étant dans des conditions de culture qui soient le plus naturelles possible, pleine terre, sous serre tunnel, non chauffé, avec un impact carbone qui soit le plus limité possible. Et comment les gens qui veulent faire un potager sont informés? Comment vous allez leur faire connaître votre site? Alors on est présent sur pas mal, on est très digitalisé, donc on utilise pas mal de réseaux sociaux, on utilise pas mal de mailing, d'outils en fait de marketing digital pur. Et puis après, on essaye d'être présent aussi. On fait du street marketing parce qu'on essaie d'aller au devant des consommateurs. On est quand même sur un marché du toucher, où le toucher et les sens sentir et toucher sont importants. Donc on a besoin d'aller présenter nos produits. Donc on fait aussi un petit peu de marketing direct sous la forme de marketing street marketing. Quel est l'objectif de la société, c'est-à-dire de réunir, c'est quoi, c'est plutôt en hectares cultivés ou en nombre d'utilisateurs
monpotager.com? Alors, sachant qu'on vend des abonnements, donc notre objectif, c'est évidemment de vendre le plus possible d'abonnements, donc d'avoir le plus d'utilisateurs possible. Et plus la communauté grandit, plus nos coûts de fonctionnement diminuent, parce que, par exemple, si on a 50 utilisateurs dans un quartier de Paris, on va livrer en une fois 50 paniers. Si on n'en a que 5, ça sera la même livraison pour 5 paniers. Donc, on essaye d'optimiser en fait notre logistique à ce niveau-là. Donc, il nous faut plus d'utilisateurs. Et qui dit plus d'utilisateurs dit aussi plus de surface cultivée. Nos produits sont évidemment, sans doute, 100% français. Donc ça, c'est une garantie aussi d'acheter français et d'alimenter en fait une filière de production qui est 100% française. Alors, qui paye qui et qu'est-ce qui se passe? Donc les utilisateurs du site payent un abonnement à monpotager.com et ensuite monpotager.com a des contrats de production avec les producteurs et rémunère les producteurs. Alors c'est à leur choix. Soit on les rémunère en plusieurs fois, y compris avant la production, puisque nous on sait dès le départ combien ils vont devoir planter, on a des contrats qui sont anticipés, ou soit on les rémunère au moment de la livraison, avec souvent un petit delta de prix supérieur, parce qu'il n'y a pas d'anticipation de financement. Donc je peux dire à tout le monde que j'ai un jardin virtuel à moi quand je veux. Quand tu veux, tu peux dire à tout le monde que tu es l'heureux propriétaire d'une parcelle de potager dans Paris, de 150 mètres carrés, ce qui risque de faire jaser les copains et les copines. Est-ce qu'une journée comme celle-ci, c'est une journée importante? C'est une journée que j'appellerais fondatrice en fait, pour un réseau comme la Ferme Digitale. En fait, des journées fondatrices, je pense qu'on en a 3. Pour nous, 3 principales, 3 majeures. Il y a eu le Salon de l'Agriculture 2016, le Salon de l'Agriculture 2017 et cet événement, le LFD, qui vient en fait sanctuariser les valeurs de la ferme digitale, qui vient conforter en fait l'esprit de départ qui était de rassembler, qui était en fait de montrer qu'on était capable de rassembler des startups qui étaient sur une dynamique verticale, c'est-à-dire de couvrir les filières amont et aval de l'agriculture, dans un esprit de coopétition ou de coopération même pour certaines, et qu'on était capable de se réunir d'abord sous une même bannière, la ferme digitale, sous un même lieu à Paris, et de faire venir du monde autour de ce projet. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a même dépassé nos ambitions. On a été même débordé un petit peu par le succès de l'événement. Donc oui, c'est vraiment une journée fondatrice pour le réseau Ferme Digitale. Alors ça veut dire quoi, autant de succès? C'est que ce sera reproduit? De toute façon, dans la Ferme Digitale, en tout cas quand on a créé l'association au départ, c'était pas pour faire un one-shot. L'idée c'était vraiment de dire, on crée un truc, ça va durer parce que derrière, il y a des startups qui vont rentrer, il y a un vrai réseau et que tout le monde s'implique dans le réseau. Et dès l'instant où il y a des gens qui s'impliquent, alors évidemment, il n'y a pas 100% des gens qui font partie du réseau qui sont impliqués parce que tout le monde n'est pas au même stade de développement et que tout le monde n'a pas le même temps à consacrer. Mais il y a de l'implication quand même personnelle et quand on a cette implication et qu'on réussit un événement, il y a aucune raison qu'on ne le reproduise pas. Alors on se dit à l'année prochaine, LFD 2. LFD2 and welcome to foreigners.